Bonjour. Si vous aimez cette émission sur Fréquence Populaire, n'hésitez pas à liker, partager, voire même faire un don. Cela sera très utile pour la promotion de notre travail. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Tony Andréani. J'ai croisé Tony à l'occasion de la marche d'une revue qui s'appelle, je crois toujours, enfin qui s'appelait Utopie critique. C'était au moment fameux du référendum de 2005. D'ailleurs, depuis lors, nous n'avons plus vraiment l'occasion de discuter de référendum. Le pouvoir a compris que c'était évidemment, trop dangereux. Par la suite, quelques années après, Tony a publié ce livre que vous pouvez voir ici, Au temps des cerises. C'était donc en 2011, 10 essais sur le socialisme. Et si je le reçois aujourd'hui, c'est que une version anglaise va sortir. Mon anglais est trop mauvais, mais simplement en anglais, c'est 10 essais pour le socialisme au XXIe siècle, ce qui en réalité était la problématique de Tony déjà dans cet ouvrage. Dans une maison d'édition assez prestigieuse qui s'appelle Routledge. C'est donc un événement, on peut dire. La question du socialisme aujourd'hui. Cette version française est difficilement trouvable maintenant, mais vous pouvez la télécharger sur le site Prolégomène que j'anime. Voilà, il vous suffit de faire jérôme.maucourant.com, etc. et vous trouverez sans difficulté. Maintenant, je vais au cœur du sujet. Il y a eu un socialisme historique. Il y a eu un communisme historique. Bon, ce socialisme, il a pris au mieux la forme d'une social-démocratie qui elle-même connaît un processus d'autodestruction. Quant au communisme historique, il s'est pour une part autodétruit, mais en même temps, de toute façon, les impérialismes lui menaient la vie dure. Le débat est compliqué. Alors, pourquoi en revenir au socialisme maintenant ? Parce que faut bien aller vers une alternative à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est une situation que je ne vais pas décrire, situation de crise politique, économique, mais plus encore de catastrophes en cours, de catastrophes écologiques, on le sait, et moi j'aimerais dire aussi anthropologiques, mais il faudrait que je m'en explique. Alors quelle est l'alternative ? Mais je ne vois pas d'autre. Dans tout ce que je peux lire ou entendre, je n'en vois pas d'autre de réaliste qu'une alternative socialiste. Parce qu'au moins ça a du sens. Capitalisme, socialisme. Alors évidemment, le socialisme, qu'est-ce que c'est ? D'abord, ce que je vais remarquer une chose, c'est que le mot socialisme a pratiquement disparu du discours politique et médiatique. Si on fait un petit tour d'horizon rapide en introduction, qui se réclame aujourd'hui du socialisme en France ? Pas le Parti socialiste, évidemment, qui n'est socialiste que par posture. Le Parti communiste a renoncé au socialisme, il n'en parle plus. Ceci est au profit d'un communisme assez mal défini, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. À part quelques organisations, petites organisations politiques, trotskistes généralement, un courant quand même du Parti communiste, le socialisme, on n'en parle plus. C'est un signe des temps et c'est quand même très étonnant. Moi, je ne cesse d'être étonné parce que la critique du capitalisme, elle est répandue, elle est généralisée. Le nombre d'ouvrages critiques très informés, très documentés, très solides sur la critique du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, c'est impressionnant, tout à fait impressionnant. Mais au-delà de la critique, on ne sait pas. Prenons aussi l'exemple de la France insoumise. Moi, j'ai regardé son programme attentivement. Le mot socialisme n'est jamais prononcé. Et pourtant,
ce mouvement se veut extrêmement critique par rapport au capitalisme, par rapport au gouvernement des marchés. Enfin, il va quand même très loin dans la critique. On nous parle de rupture, mais rupture vers quoi? Pour aller où? Donc, c'est ça qui est quand même très intriguant. C'est que on ne voit pas où est l'alternative. Et alors, je dois dire que c'est particulièrement le cas en France. C'est étonnant parce qu'on a quand même une histoire du socialisme en France. La Commune de Paris, tout ça. Bon, le socialisme est même né en France. Il est né en France. Et puis, il y a eu des grands épisodes. Il y a eu le Front populaire, il y a eu le Conseil national de la résistance, il y a eu enfin tout un projet socialiste. Je ne dis pas communiste, socialiste. Eh bien, c'est peut-être le pays où on en parle le moins. Je suis étonné qu'il y ait davantage de travaux, et de ce dont j'ai pu m'inspirer d'ailleurs, parce que bon, dans les pays anglo-saxons, même aux États-Unis, c'est bien incroyable. Gros paradoxe. Gros paradoxe. Peut-être parce que, je ne sais pas, peut-être parce que la recherche est plus poussée, peut-être parce que tout simplement ils sont au cœur du cyclone. Voilà. Bon, alors, donc, le socialisme, si on nous posait la question aujourd'hui, un petit sondage d'opinion, si on demandait aux gens qu'est-ce que c'est, ils diraient effectivement, c'était le communisme soviétique, il est mort. Ils diront, je sais pas, c'est pas la Chine parce qu'elle est capitaliste, c'est pas le Vietnam non plus, je sais pas, peut-être qu'ils se rabattront s'ils ont un peu de connaissances géopolitiques sur Cuba ou la Corée du Nord. Sinon, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, alors, c'est pour ça, donc, je réfléchis depuis longtemps à cette alternative, et je ne vois pas qu'elle puisse être autre que socialiste. Alors, parce que socialiste, juste encore un mot, je te rends la parole. Le socialisme, c'est la réalisation du projet démocratique. C'est la condition de réalisation du projet démocratique. Et inversement, une démocratie effective, réelle, suppose finalement une structure économico-sociale de type socialiste. Voilà. L'équation de base, pour moi, c'est ça. Et après, je vais, si tu veux, et je te laisse la parole, je vais essayer de redéfinir le projet socialiste à partir de quelques notions clés. Alors, cette question qui me brûlait les lèvres, c'est évidemment le socialisme. Qu'est-ce que c'est? Peut-être, avant que tu me répondes sur ce point, il faudrait lever une équivoque. Les social-démocraties nordiques ont réalisé une sorte de socialisme par la redistribution. Et pour beaucoup de gens, ça peut encore signifier cela. On se souvient de M. Giscard d'Estaing disant à tant de pourcents de prélèvements obligatoires, nous sommes dans le socialisme. Et d'ailleurs, il a terminé dans le socialisme. Bon, ce qui est quand même sans poser quelques difficultés. Clairement, ton ambition n'est pas de définir le socialisme par un volume de redistribution de la production de richesse nationale. C'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus exigeant. Mais alors de quoi s'agit-il? Il y a eu, disons pendant la période post-Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Et il y a eu effectivement des éléments de socialisme, je dirais comme ça. Bon, en France, si on prend l'exemple français, il y a eu un secteur public important, il y a eu la sécurité sociale, il y a eu, on pourrait prendre l'exemple suédois, on pourrait prendre l'exemple autrichien, bon. En fait, nous étions toujours dans des sociétés capitalistes, mais des sociétés capitalistes avec des contrepoids, dans une espèce d'accord social, parce qu'on était dans un certain capitalisme. On était dans le capitalisme de l'époque. C'était un capitalisme encore très national, très managérial, avec des chefs d'entreprise qui pouvaient, de vrais chefs d'entreprise, des entrepreneurs, qui pouvaient négocier avec les syndicats un compromis social.
Et dans l'ensemble de la société, on allait vers une espèce de compromis social. Ce capitalisme-là a disparu. Donc c'est pourquoi je crois que on ne peut pas revenir. Moi, je vois bien qu'il y a des propositions pour dire, bon, on pourrait retrouver un peu plus de services publics, on pourrait faire, par exemple, de la cogestion dans les grandes entreprises. Il y a des propositions de ce genre qui sont des propositions qui reviennent vers ce passé. Et à mon sens, ce passé, il est mort. Ce passé, il est mort parce que le capitalisme d'aujourd'hui n'est plus le même. C'est un capitalisme financiarisé, mondialisé, ultra puissant, et qui ne laissera jamais faire. On ne reviendra pas au projet social-démocrate. Il ne laissera jamais faire. Donc, il faut faire autre chose. Il faut le contourner. Voilà. Il faut aller vers une autre alternative que un retour en arrière. Mais alors Mais alors, et c'est ce que je viens de noter, pour mieux comprendre ce que pourrait être le socialisme, oui. Il faut peut-être d'abord, pardonne-moi Tony, mais définir ce qu'est le capitalisme. C'est une évidence, mais vraiment? Ah bah, tu sais, le capitalisme, je crois qu'il faut sortir des notions trop simplistes. Le capitalisme, c'est la propriété des moyens de production par des possesseurs de ces moyens de production qui sont des actionnaires, voilà. Bon, ça c'est trop simple. On va pas commencer, si tu veux, à mon avis, notre entretien par cette idée que tout se résume à des problèmes de propriété. Propriété d'État, propriété privée, propriété des capitalistes, propriété des coopérateurs, etc. On y vient après aux questions de la propriété. Il faut avant. Il nous faut quelques notions, quelques idées claires et distinctes, si je puis dire. Quelques notions pour qu'est-ce qu'une bonne société, qu'est-ce qu'une société qui peut être démocratique, vraiment, c'est-à-dire où le peuple est du pouvoir. Qu'est-ce qu'une bonne société? Alors on peut essayer de définir ça, et après, c'est bien après qu'on va arriver au problème de la propriété. D'autant plus que la propriété, c'est très compliqué. Le capitalisme, bon, c'est une propriété privée particulière, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire propriété privée? C'est une masse de pouvoir, il faudrait détailler, c'est compliqué. Je crois qu'il ne faut pas simplifier les choses parce qu'on n'y comprend plus rien. Ça, voilà. Alors, du coup, allons à l'essentiel. Oui. Qu'est-ce que serait une bonne société et donc une bonne économie? Voilà, très bien. Bien, écoute, le socialisme, donc, c'est, à mon avis, 3 choses. C'est vraiment pour aller au cœur du sujet. Après, on développe. Et après, il faut aller dans le détail, évidemment, parce que c'est dans le détail que souvent ça coince. Il faut voir quelles sont les institutions précises. C'est ce que j'ai essayé de faire, enfin, avec pas mes moyens, puis en lisant, bien sûr, d'autres auteurs. Donc, mais il faut commencer par des concepts, appelons ça comme ça. Le socialisme, c'est des choix collectifs. Des choix collectifs, des choix qui font qu'une collectivité prend des décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des politiques. C'est l'ensemble des grandes politiques publiques. Ça peut être, bon, est-ce qu'il faut faire une politique d'investissement? Dans quel secteur? C'est la politique du temps de travail, c'est la politique des revenus, donc la politique fiscale, c'est ces politiques-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va entrer dans le détail des choix. Si pour donner une petite comparaison avec le système soviétique, le système soviétique décidait de tous les choix. Il décidait qu'est-ce qui était bon, quel était l'ordre des besoins à satisfaire. Pour donner des exemples, le logement devait être très bon marché, il était presque gratuit. Le pain était très bon marché, parce qu'ils avaient décidé que c'était une bien de base. C'est le pouvoir politique qui avait décidé ça. Il était tellement bon marché, le pain, qu'on finissait par le donner aux cochons. Voilà. Donc, tu vois, les choix politiques, c'est des choix généraux.
c'est des orientations. Et alors évidemment, c'est quand même à l'opposé de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, c'est que tous les choix doivent être des choix privés. Faisons un petit excursus sur la démocratie. Les grands auteurs du libéralisme, ils n'aiment pas du tout la démocratie. Ils pensent que la démocratie, ça fausse le jeu du marché. Il faut un minimum de démocratie. Regardez Hayek, une assemblée des sages, c'est tout. Bon. Regardez les anarcho-capitalistes, ça c'est quand même... C'est sidérant. Mais il faut les prendre au sérieux. Sidérant, c'est on va supprimer toutes les fonctions. On va supprimer tout l'État. L'État disparaît. Même les fonctions régaliennes. Même les fonctions régaliennes. La justice, ce sera des tribunaux privés. On va négocier. L'armée, ce sera des milices. La justice, ce sera des arbitrages privés. Et attention, il faut pas mépriser tout ça. Ça existe déjà. Les armées de mercenaires, ça existe. Les tribunaux d'arbitrage, ça existe. Le poids croissant de l'arbitrage, bien sûr. L'arbitrage. Bien sûr. Donc, ils n'aiment pas la démocratie. Il ne faut pas que la démocratie vienne gêner le fonctionnement des marchés. Et les marchés, c'est les individus, c'est les groupes, c'est le privé. C'est le privé. Le marché, c'est ça. Il faut... C'est un projet très, assez terrifiant. C'est vraiment pouvoir populaire. Mais dans le fond, je développe un tout petit peu, dans le fond, c'est l'histoire du capitalisme depuis toujours. Le capitalisme n'a jamais aimé la démocratie. Il veut bien qu'il y ait des représentants, mais des représentants qui soient des représentants de son choix. Confère Sieyès déjà, n'est-ce pas ? Bon. Le capitalisme est très content, finalement, je dis ça un peu grossièrement, mais il est très content que les gens s'abstiennent. Plus il y a d'abstention, mieux c'est. Il a accepté le suffrage universel, abandonné le suffrage censitaire, mais aujourd'hui, de fait, le suffrage il est censitaire. Qui vote ? Quels sont les gens qui votent ? Ce sont ceux, en général, qui sont aisés, qui ont les 4 sup, c'est les riches, les retraités aisés, etc. Bon, les autres ne votent pas. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, si vraiment, pour ça qu'on se moque un peu de nous, est-ce que tu as déjà vu des employés municipaux aller faire le tour des foyers pour leur dire « il faut vous inscrire, il faut voter ». Pas du tout. Donc, moins on vote, mieux c'est. Donc, le capitalisme n'aime pas la démocratie par définition, c'est normal. Si tu donnes du pouvoir au peuple, il risque de contester tes avantages, tes privilèges, ton argent. C'est normal. Il n'y a pas à s'en étonner, je veux dire. Mais bon, jusque-là, il a fait semblant. Mais maintenant, il ne prend plus tellement de gants. Bon. Alors, on parlait de ce critère, c'est-à-dire un choix collectif. Donc, je dirais un choix conscient, parce que dans la mesure où il y a une véritable conscience sociale qui prévaudrait. Et alors, ce premier point est important parce qu'effectivement, du coup, il est dans une totale opposition, je dirais quasi anthropologique, avec le monde selon le capital, où effectivement, c'est le monde des monades isolées. C'est le monde où, pour le coup, Thatcher n'était pas une lectrice extrémiste d'Hayek. La société n'existe pas. D'ailleurs, j'aime souvent dire que Hayek, à la fin de sa vie, voulait parler de supra-individuel et voulait traquer le mot social, société, partout où il arrive. Je note aussi, d'ailleurs, que sans doute un des premiers auteurs vraiment du libéralisme, Bernard de Mandeville, nous décrit une société quand même très très étonnante, où effectivement pour le coup, le bien commun n'existe pas, où c'est une duperie idéologique. Donc là effectivement, je te suis entièrement dans cette idée qu'il faut ramener cette question socialisme-capitalisme à une représentation de la nature humaine, au fond, à un type d'anthropologie, et ce que promeut le capitalisme, c'est
précisément une anthropologie très particulière. Alors, mis à part le choix collectif, qu'est-ce que tu verrais comme autre critère de définition d'abord, socialiste? le choix collectif, bon, ça veut dire qu'un choix collectif, c'est un contrat social. Hein, c'est une société qui se donne des fins communes. Voilà, on va dire ça. Encore une fois, ça laisse toute la place à des choix privés. Hein, il s'agit des grands choix. Deuxième notion clé, à mon avis, c'est les biens sociaux. Pourquoi les biens sociaux? Parce que les biens sociaux sont les biens qui permettent justement d'être un citoyen. Si tu n'as pas ces biens sociaux, et on pourra détailler après, c'est important de détailler, mais si tu n'as pas un certain nombre de biens sociaux, ceux qui vont être fournis par les services publics, le citoyen est désarmé. Il faut qu'il soit informé, enfin, on y reviendra tout à l'heure, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il ait une bonne santé, il faut qu'il ait du temps libre, etc. etc. Bon. Deuxièmement, des biens sociaux qui sont... je préfère cette expression de biens sociaux à celle de biens publics. Les biens publics, c'est plutôt dans la pensée néolibérale, c'est ce que le marché ne sait pas traiter. Des mots publics, des biens publics, voilà. Mais sinon, le marché, il fait tout. Voilà. J'aime pas trop l'expression de bien commun non plus, parce que les biens communs, d'abord, ils sont de manière sont très différents. Bon. Ensuite, est-ce qu'ils doivent être tous gratuits? Enfin, c'est pas clair, la notion de bien commun. Biens sociaux, c'est des biens qui font société, qui font des citoyens. Voilà. Alors, on pourra les détailler, parce que c'est important de les détailler. Hein. Tu verras, je m'avais parlé d'une citoyenneté individuelle, citoyenneté sociale, citoyenneté économique, des biens de civilisation, parce que, chaque société n'a pas forcément les mêmes biens, ne fait pas les mêmes choix. Hein. Et alors, la troisièmement, c'est la démocratie sur le lieu de travail. Alors, tu vas me dire, démocratie, qu'est-ce que c'est? Enfin, je suppose que tu vas me dire, c'est quoi? C'est l'autogestion? D'une façon générale, je dirais la démocratie, c'est quand c'est le peuple qui décide. Non, mais sur le lieu de travail, là où on travaille. De fait, oui. Non, oui et non. Oui et non, pour deux raisons. Qui sont après à détailler bien sûr. Si c'est vraiment la première raison, ou je ne sais pas, ou la deuxième, la première raison, c'est que l'autogestion, c'est-à-dire en gros des coopératives, le système des coopératives, c'est quand même là où il y a de la gestion par les travailleurs, hein, le self-management, comme on dit. Les coopératives sont quand même orientées vers du profit. Ils se distribuent le profit, les coopérateurs, s'ils peuvent en faire. Bon. Ils sont quand même dans une concurrence pour devenir grosses, pour accumuler du capital. C'est normal, du capital propre. Donc, c'est pas... c'est du pouvoir des travailleurs, mais en même temps, il y a des difficultés que les coopératives n'arrivent pas à surmonter, dont on pourrait parler rapidement. C'est pourquoi elles ne se développent pas. C'est pourquoi il n'y a pas de grandes coopératives dans le monde, il y a beaucoup de petites coopératives. Il n'y a pas de multinationales coopératives. S'il y en a une, Mondragon, très intéressante, mais il n'y en a pas. Donc elles ne peuvent pas, si tu veux, faire le contrepoids à des entreprises capitalistes géantes, et disposant de capitaux géants. La deuxième raison, c'est que je ne vois pas l'autogestion dans le secteur public. Je verrai, j'y reviendrai, je verrai une cogestion, effectivement, pour les services publics. Je voudrais que les salariés, les employés, les salariés, aient la moitié des voix dans les conseils. Très bien. Mais une voix plus une pour l'État. Parce que, quand même, l'État représente la collectivité. Voilà. Donc, la démocratie sur le lieu de travail, mais ça pose des tas de problèmes. Ça n'est pas forcément l'autogestion, ça sera autre chose. Ce secteur socialisé, dont on va dire quelques mots, je pense tout à l'heure, où il n'y a pas de capitaux, bizarrement.
et d'autre part, dans le secteur public, c'est ce que je reproche à un certain nombre de modèles anglo-saxons du socialisme, c'est qu'ils oublient que le secteur public représente les intérêts collectifs, et donc c'est la responsabilité de l'État. Bon. Alors quel État, c'est à voir. Mais aussi, je te dirais que je suis très, très méfiant, presque, et même, on va dire, hostile à toute la critique généralisée de l'État, qui se développait à tous azimuts, et y compris dans une gauche très hostile à l'État, très anarchisante. Non. C'est vrai que l'État, c'est quand même l'État de la classe dominante, mais ça n'a jamais été uniquement ça, et même depuis que l'État existe, en fait. L'État remplit, malgré tout, bien ou mal, des fonctions d'intérêt général. Tout simplement parce que une de ses missions, c'est quand même la reproduction de la société. Et les classes dirigeantes doivent prendre en compte cet intérêt vital. Mais sans l'État, une société finit par s'écrouler. Oui. C'est assez clair. L'histoire le montre. Bon, même si certains ont peut-être des avis divergents là-dessus, on pourrait y revenir. Alors, l'autogestion, tu me dis non, mais on pourrait penser quand même l'autogestion là où c'est possible et raisonnable. Ça pourrait être le critère d'une société socialiste à côté de cette production publique, des biens collectifs, des biens de civilisation, des biens sociaux. On pourrait imaginer ça. Ah ben j'en suis d'autant plus d'accord que je pense que si on pouvait vraiment mettre en mouvement quoi, ce secteur, appelons-le autogestionnaire pour le moment, il aurait une telle capacité qu'il l'emporterait sur le secteur capitaliste avec ses propres atouts. Appelons le secteur autonome, par exemple. Appelons le secteur autonome. Pourquoi pas C'est le secteur socialisé dont je parle. Alors c'est le secteur socialisé dans ton ouvrage. Oui. Simplement, et je suis obligé d'en parler ici, le socialisme français, c'est l'abolition du salariat à l'origine. Donc c'est important d'insister sur cette dimension. Et d'ailleurs, je dois te dire que moi, à titre personnel, je pense qu'il serait très bon que les universités soient beaucoup plus que des universités d'État, justement des entreprises socialisées ou autonomes ou autres. Cela signifie que le financement reste public, mais qu'après tout, il puisse y avoir des vues divergentes des chercheurs par rapport à l'État. Et je dis cela parce que nous savons très bien qu'il y a, dans beaucoup de domaines en sciences humaines, des vues qui ne font pas forcément consensus en réalité. On parlait des changements anthropologiques à l'œuvre tout à l'heure. Donc on peut très bien imaginer que même dans des biens essentiels, à condition évidemment que ce soit contrôlé, le salariat ne soit pas l'horizon indépassable quand même du socialisme dans le secteur public. Et qu'on pourrait l'imaginer socialisé. Bon, l'université, c'est un cas un peu particulier, si tu veux. Mais justement, ce qui était important dans l'université, c'est un lieu d'autonomie et même de contestation de l'État. Je crois que c'est quand même important qu'il y ait une force de rappel. Mais bon, on pourrait peut-être en revenir sur ce sujet. Alors, et là on va parler un peu économie. Dans ton modèle, donc où on voit effectivement que coexiste, on va dire, un secteur public assez fort, et donc ce secteur socialisé, entre autres, parce que les petits entrepreneurs ne sont pas exclus, un certain secteur capitaliste non plus, et d'ailleurs l'échec de l'autogestion vient au fait qu'elle se développe en milieu capitaliste. Donc évidemment, il y a quand même beaucoup de difficultés. Mais ce que tu proposes, c'est qu'en réalité, le système de crédit soit en quelque sorte le cadre, je ne vais pas dire le maître, mais le cadre de référence pour ce secteur socialisé. C'est-à-dire que tout passerait, au fond, en termes d'avance en capital, et on reviendra sur ce point, parce que le système bancaire
ce nouveau système bancaire sera à même de faire. Donc tu donnes, dans ton modèle, un pouvoir très important en réalité au crédit. Oui. Ce qui change des modèles socialistes où parfois la monnaie même disparaissait. Au contraire, le crédit là est fondamental et ça semble un peu logique si on veut qu'il y ait un système d'allocation des ressources qui soit conscient à défaut d'être totalement centralisé. Donc cela impliquerait que l'autofinancement n'existe plus. Et c'est la question que je voulais te poser, oui. C'est une des questions. Est-ce que c'est vraiment réaliste de penser ça ? Parce que, et j'arrêterai là, ce qui est peut-être ennuyeux dans un modèle de ce genre, c'est que pour que l'autofinancement n'existe plus, on pourrait faire flamber les salaires d'une certaine façon. Et il y a bien longtemps, j'avais étudié l'expérience yougoslave, où effectivement les travailleurs ont tendance d'ailleurs à restreindre l'embauche des nouveaux venus pour maximiser le revenu de leur travail. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, évidemment. Comment résoudre cette difficulté ? La difficulté, précise-moi exactement la difficulté. Tu dis, bon, il n'y a plus d'autofinancement. Ah, il n'y a plus d'autofinancement. Donc ça veut dire que mon entreprise doit avoir recours au crédit bancaire. Ce ne sont pas n'importe quelle banque, d'abord. Hein. Ce ne sont pas les banques capitalistes. Ce sont les banques elles-mêmes socialisées, c'est-à-dire des banques elles-mêmes sous forme de coopératives, si l'on veut. Des banques coopératives. Donc, le principe, c'est de sortir du système du profit et de sortir du système de l'allocation en capital par des marchés financiers. Voilà. Pas de marché financier, pas de financement pas d'autofinancement. Donc, tu viens de le dire d'ailleurs, il n'y a pas d'autofinancement, donc tu fais appel au crédit. Alors, je sais bien que c'est un petit peu compliqué, et bon, j'ai trouvé ça ailleurs, hein, j'ai rien inventé, hein, nous sommes nombreux là-dessus. Je sais bien qu'il faut voir les choses avec une grande précision, parce que sinon, les banques, ce ne sont plus les mêmes banques. D'autre part, effectivement, ces banques, lorsqu'elles font... Est-ce qu'elles ont un pouvoir, un surpouvoir ? Elles sont plusieurs. Il n'y a pas une banque. Donc elles sont en concurrence. Tu peux t'adresser à une banque ou à une autre banque pour démarrer ton entreprise socialisée, ou autogérée, socialisée, puis pour la développer. Donc elles sont en concurrence. Ces banques elles-mêmes, pour qu'elles... il y a plusieurs systèmes que l'on trouve aujourd'hui dans le monde coopératif qui sont intéressants. La banque elle-même ne doit pas prendre trop de risques. Donc, il est important qu'elle soit entourée d'un comité de crédit par des professionnels. On voit ça dans le financement solidaire. Ça marche pas mal. Bon, pour qu'elle ajuste bien ses prêts. Ensuite, il peut y avoir un système de garantie aussi, inter-entreprise. C'est des choses qui existent, on n'invente rien. Hein. De telle sorte que, finalement, ça puisse fonctionner de manière rationnelle, efficace. Voilà. Et ces banques elles-mêmes, qui sont des banques sans capitaux, ça c'est un peu étonnant, enfin des banques sans capitaux, hein. Elles-mêmes fonctionnent avec des ressources empruntées. Ces ressources empruntées, alors je te parle pas quand je te parle de l'emprunt, c'est pas le fonds de roulement, hein, c'est pas les crédits au quotidien, c'est pas les petits crédits. Il s'agit des grands crédits correspondant à des ressources longues, hein, les mêmes que celles que l'on trouve dans l'économie capitaliste avec les capitaux propres. Bon. Alors, ces banques socialisées, c'est pour ça que je l'appelle socialisées, parce qu'elles sont sur le même modèle que les entreprises, s'adressent à un fonds de financement. Un fonds de financement qui, alors après on peut entrer dans plus de détails, il y a plusieurs variantes, enfin un fonds de financement qui lui-même va juger, hein, de la qualité des banques, qui leur prêtera s'ils marchent bien, ou pas bien, ou moins bien, voilà. Il faut que nous soyons dans l'efficacité, dans le réalisme, sinon ça ne tient pas.
Et ce fonds de financement a un autre grand intérêt, c'est que c'est le vecteur de la planification. C'est là où on retrouve la régulation consciente de l'économie. Et voilà. Qui va passer par le crédit. Voilà. Alors ça sera pour le secteur socialisé, mais il y aura d'autres moyens de la planification pour le secteur public et éventuellement et aussi pour le secteur capitaliste rémanent. Je ne suis pas contre, au moins transitoirement, bon évidemment, parce que tout ça peut prendre beaucoup de temps, et c'est pas pour demain, bien sûr. Et puis c'est peut-être davantage réalisable dans des pays d'un périphérique ici que dans les pays du centre. Je ne suis pas contre l'existence d'un secteur capitaliste, de préférence sous forme d'économie mixte. L'économie mixte, l'économie mi-étatique, voilà. On a connu en France, je ne sais pas si on en a encore, des entreprises d'économie mixte, on doit en avoir quelques-unes. Voilà, donc ce secteur demeure. Ce secteur, fonctionnera avec les banques classiques, hein, on ne va pas disparaître comme ça. Mais l'idée c'est évidemment d'y aller pas à pas, d'expérimenter, et puis de gagner du terrain. C'est pourquoi, au début de l'entretien, tu disais que la question de la forme, de la propriété ne doit pas nous aveugler. C'est qu'en bout de course, on le voit bien dans le fonctionnement du modèle, il y a une pluralité en réalité des formes de propriété. C'est ça qui est important. Et l'autre trait distinctif du socialisme, c'est bien évidemment que, d'une façon ou d'une autre, si j'ose utiliser cette phrase, le politique est au poste de commande. Parce que sinon... C'est la bonne phrase. C'est la bonne phrase. Ça me permet de faire une transition vers la question de l'international. Quand tu as écrit ton livre en 2011, on était dans quand même le choc de la crise de 2007, la mondialisation. On pensait que c'était une crise peut-être dans la mondialisation, mais pas une crise de la mondialisation. Maintenant, on s'aperçoit que la mondialisation est en souffrance, sans compter la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui montre bien peut-être une bimondialisation autour de la Chine, nous verrons, sans compter le Proche-Orient, qui est un peu aussi le révélateur de la nouvelle géopolitique mondiale. En tout cas, quand tu écris cet ouvrage, tu ne poses pas la question, ce qui m'a un peu surpris presque, de la démondialisation. Tu dis, mais il faudrait quand même, et à la limite, on peut évidemment te suivre sur ce point, que cette économie socialiste ne soit pas à la traîne, techniquement, en tout cas, en termes d'efficacité, de l'économie mondiale telle qu'elle existe. Mais est-ce qu'on peut ne pas penser que maintenant, devant à la fois cette montée des périls sur ce capitalisme de plus en plus instable et de plus en plus dangereux, est-ce qu'au fond, il ne faudrait quand même pas construire, et ça serait aussi le sens du socialisme, une économie en quelque sorte plus souveraine, où on puisse, en tout cas à l'échelle des États-nations, qui ont plusieurs dizaines de millions d'habitants, construire une certaine cohérence. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas, je pense à Samir Amin ici, reposer franchement, comme tu as reposé la question du socialisme, la question de la déconnexion? Oui. Je dirais deux choses. On peut pas revenir, je pense, à des économies fermées sur elles-mêmes. Pour des raisons assez simples, c'est que une entreprise peut avoir besoin, d'abord on n'a pas toutes les ressources naturelles dont on a besoin, donc il faut bien se les procurer. Donc, ensuite, même, supposons que nous ayons un secteur économique, si nous voulons le développer, on est souvent obligé de passer à l'international.
Si on prend par exemple les entreprises françaises, elles ne peuvent pas se limiter à l'Hexagone si c'est intéressant pour eux d'investir en Allemagne, en Italie. Pourquoi pas? Je ne vois pas d'inconvénient, à condition que ce soit vraiment économiquement signifiant, c'est-à-dire que ce soit pour réaliser des économies d'échelle, de synergie. Hein? Bon. Si c'est pour aller pomper des bénéfices ailleurs, des profits ailleurs, alors non. Donc une internationalisation me paraît à peu près ne peut pas être exclue. Justement, le problème des modèles de socialisme que j'ai trouvé chez les anglo-saxons, c'est qu'ils étaient très bien, mais ils fonctionnaient en économie fermée. À partir du moment où l'économie est ouverte, on est devant cette question-là, et donc on est devant le fait que, aussi bien nous pouvons aller, la RATP, je prends un exemple qui vient à l'esprit comme ça, peut très bien aller créer des métros en Allemagne ou en Italie, ou je ne sais pas, les exploiter en tout cas, et inversement, l'inverse est vrai. L'inverse est vrai, mais sous les conditions qu'elle garde son caractère de service public. Si elle garde son service public, et si elle a ce même caractère dans la filiale qu'elle a à l'étranger, je pense que ça sera apprécié. Voilà. Mais, inversement, l'autre partie de la réponse, c'est qu'il faut évidemment de la déconnexion. Et la première déconnexion à faire, c'est le contrôle des capitaux. Tu ne peux pas avoir une entreprise, un pays socialiste sans contrôle des capitaux. Ce contrôle peut être sélectif, mais si tu laisses rentrer les capitaux du monde entier et faire ce qu'ils veulent, ça en est fini de ton économie socialiste. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Oui, assez clairement. Alors, maintenant, je viendrai sur la question de l'expérience chinoise, qui, quand même, imprègne ses essais pour le socialisme. Oui. Bon, évidemment, sujet compliqué, épineux, parfois polémique. Certains ne veulent y voir que du capitalisme. Hein. Oui. Telle n'est pas ton opinion. Tu penses au contraire que si après tout, un jour le socialisme devait refleurir, ce serait plutôt du côté de la Chine qu'ailleurs. Alors, ma question est, qu'est-ce qui te rend optimiste, non pas sur la réalité d'un socialisme aujourd'hui en Chine, mais sur la capacité, sur des instruments qui existent, qui sont peut-être en construction là-bas, qui permettraient peut-être un jour, en fait, de faire ce socialisme qui n'a réellement jamais eu lieu, tant les formes qu'on a connues dans les années 50-60 étaient problématiques. Alors ça, c'est un vaste sujet. En résumé, la Chine, c'était, avec bien des différences, c'était une économie administrée, qui a fait des prouesses d'ailleurs, du temps du maoïsme. L'alphabétisation, la croissance a été très rapide, mais avait les limites de l'économie administrée, donc des limites comparables à celles de l'économie soviétique. Bon. Alors la Chine ensuite a fait sa politique de réforme et d'ouverture. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que on va s'ouvrir aux capitaux étrangers. Pourquoi aux capitaux étrangers? Parce que ça permettait d'apporter du capital pour se développer. Mais ça a été toujours fait dans des limites très très précises. Les entreprises d'État chinoises sont pas quelquefois à 100% ou à 80% des entreprises publiques. Il y a quelques capitaux étrangers, mais dans des proportions très très limitées. Très limitées. L'intérêt de ces investisseurs étrangers, c'est les grands fonds, hein. C'est pas des petits investisseurs, c'est BlackRock, c'est Fidelity, c'est des grands trucs, hein. Pourquoi est-ce qu'ils investissent là-bas, dans ce pays, et qu'ils continueront à investir, même si on leur fait la vie dure? Parce que un grand marché, parce
parce que, bon, malgré tout, ils se trouvent leur compte. Mais l'intérêt, c'était d'avoir, d'une part, une accumulation de capital, sans avoir à aller chercher dans les ressources nationales, notamment dans le monde paysan, n'est-ce pas, comme ça avait été le cas en Union soviétique. Et puis, d'autre part, alors maintenant, il y a le capitalisme qui a été, cette fois non plus dans le secteur public, mais dans le secteur privé qui se développait énormément. Hein. Bon, toutes les grandes firmes occidentales sont là-bas. Hein. Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais elles ont été là-bas sous conditions. Voilà, c'était sous conditions, c'était soit dans certains domaines, non. Dans d'autres domaines, ça devait être des joint ventures. Voilà. L'intérêt, c'était le transfert de technologie. Et ça a marché. Donc, maintenant, qu'est-ce que... Reprécise-moi ta interrogation, ta question. Si tu veux, il y a ces réformes là qui commencent après la mort de Mao. Ça s'accélère au début des années 1990 avec la zone franche de Shenzhen, si ma mémoire est bonne. Ça, oui, les zones franches. Oui. Et tu dis, mais finalement, voilà, le socialisme à la chinoise, alors l'est-il toujours, je ne sais pas. En tout cas, il se réinvente. Il se réinvente. Est-ce qu'on peut imaginer, compte tenu du fait que, ce que tu soulignes d'ailleurs dans les conférences que tu donnais en Chine, que par exemple dans le domaine public, alors là tout à l'heure je discutais, est-ce que oui ou non on doit avoir des formes d'autonomie d'enseignement supérieur, mais là le problème c'est qu'il est privé. Oui. Non, il est public. Il est entièrement public. Il n'y a pas des universités. Mais il est entièrement public. Ah, voilà. Il est, mais en même temps, il y a beaucoup d'étudiants chinois à l'étranger, donc ils doivent payer très cher, je pense, sur les ressources propres des familles. Donc, peut-être parce que là, on peut se comprendre des problèmes dans l'enseignement là-bas. Donc, il y a quand même, on peut dire, pas dire des océans, mais en tout cas des mers de capitalisme pur et dur en Chine. Il y a quand même une montée des rapports monétaires aux marchands et du capital. Dans quelle mesure cela pourrait donner autre chose que finalement on pourrait dire un capitalisme d'État, un capitalisme mixte? C'est-à-dire, dans quelle mesure on pourrait vraiment, à moins qu'on y soit déjà, mais ça tu me le diras, parler de socialisme? Bon, la réponse est un peu longue. En ce qui concerne le secteur public, alors on dit, bon, les entreprises publiques chinoises, dans tous les grands domaines, pétrole, électricité, tout ce que tu veux, matières premières, navigation, les entreprises publiques qui sont très, très puissantes, on dit c'est du capitalisme d'État. Non, c'est pas du capitalisme d'État. La différence avec le capitalisme d'État, c'est que l'objectif de ces entreprises, ce n'est pas de faire le maximum de profit et de distribuer des dividendes à l'État. L'objectif, c'est de servir d'ailleurs, pendant longtemps, ils n'ont pas distribué de dividendes. C'est de servir de bras armés à la planification. Et d'autre part, bon, la politique qui est au poste de commandement. Hein. Je veux dire, les dirigeants sont des dirigeants politiques. Donc ils ont mission d'appliquer, font-ils plus ou moins bien, souvent ça grince, d'appliquer les objectifs du plan. Si tu prends le capitalisme privé, le capitalisme privé, il est quelquefois colossal. Regarde, les géants de l'Internet chinois sont tous privés. Ils sont tous privés. Et justement, ça finit par poser problème. Aujourd'hui, chose qui paraîtra peut-être bizarre, aujourd'hui, les entreprises privées, y compris les géants de l'Internet, doivent accepter la présence d'un comité du parti dans l'entreprise, qui veille au grain.
Donc tu vois, c'est pas du capitalisme qui a les coudées franches. Du capitalisme qui est quand même sous contrôle, on va dire. Sous contrôle. Bon, alors maintenant, si tu me dis, bah, c'est quand même assez loin du socialisme parce que, je te donne des arguments. C'est pas vraiment du capitalisme d'État. C'est différent de nos entreprises, ce qui reste de nos entreprises publiques, qui sont gérées exactement comme des entreprises privées. Exactement. Et qui doivent l'être. Parce que si elles ne le sont pas, la Commission européenne va s'insurger. Hein. Pas qu'il y ait des aides d'État, il ne faut pas qu'il y ait des dettes garanties, c'est pas possible ça. Donc, nos entreprises, ce qui reste de nos entreprises publiques, sont et doivent être gérées comme des entreprises privées. C'est pas le cas là-bas, pas vraiment, non pas vraiment. Ensuite, bon, le capitalisme, les grandes entreprises capitalistes, locales ou étrangères sont, je pourrais entrer dans le détail, sont de plusieurs façons sous contrôle. Alors maintenant, évidemment, le secteur socialisé dont je te parlais n'existe pas. J'ai essayé de plaider pour quand j'ai fait des conférences en Chine. Ça a beaucoup intéressé. Enfin, c'est quand même très novateur. Et ils n'ont pas vraiment il n'y a pas vraiment en Chine de tradition des coopératives. On était dans l'économie collective, on était dans les communes populaires. On n'était pas dans les coopératives. Si, il y a eu les coopératives de type inférieur, supérieur, la commune populaire, voilà. C'était donc très collectiviste. C'était un peu comme les sauf-causes. Mais il n'y a pas eu une floraison de coopératives comme il y en a par exemple dans certains pays comme en Inde, etc. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui c'est beaucoup d'entreprises familiales en fait. C'est assez compliqué, assez difficile à décrire. Donc si tu me dis est-ce qu'il y a là-bas les germes de ce que j'appelle ou ce qu'on veut appeler un secteur socialisé, je te répondrai non, pas encore. Autrement dit, un jour. Les germes d'un projet socialiste, oui. D'un secteur socialisé, non. Non. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Je vais en venir maintenant à l'Europe. Bon. Ouais. Tu avais, dans un petit ouvrage, écrit une posologie du fédéralisme, dont il résultait que la dose devait être en quelque sorte minimale. Oui, ça devait être minimal, oui. Elle devait être minimale. Maintenant, à l'heure qu'il est, vu l'accélération de tout cela, vu ce qui est ma conviction, le fait que ce système a tellement du mal à exister qu'on a l'impression qu'il ne pourrait exister qu'en faisant la guerre. Je veux dire, l'État fait la guerre fait l'État. Il y a quand même des discours de certains de nos dirigeants européens, je pense à notre président de la République, qui à la fois est un fédéraliste affirmé et qui en même temps, peut-être, en tout cas c'est l'hypothèse que je pose, pense que cet État européen pourrait peut-être exister par le conflit. Finalement, l'Europe, ça serait pas tant la paix. Mais bon, là je parle d'une actualité extrêmement brûlante. Mais ce projet européen qui a tant séduit les socialistes, qui y voyait une marque de l'internationalisme, moi j'y vois une dérive très dangereuse, peut-être même belliciste, mais toi-même, est-ce que tu recommanderais quelle dose de fédéralisme? Peut-être une homéopathie, simplement, je ne sais pas. Oui. Quand j'avais fait une petite plaquette là-dessus, sur la posologie du fédéralisme, j'ai essayé d'imaginer des institutions, d'autres institutions. Bon, je crois que maintenant tout ça est un peu hors du temps. Comment dire? Un État fédéral européen, c'est impossible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a des nations complètement différentes, des langues complètement différentes. Ça n'a pas de sens. Un pseudo-fédéralisme, oui, c'est ce qui est en marche. C'est ce qui est en marche.
Ce pseudo-fédéralisme convient extrêmement bien aux multinationales. Elles peuvent jouer sur les différences entre les pays. Je dis pseudo-fédéralisme parce que tu vois bien, enfin tu le sais aussi bien que moi, un vrai fédéralisme compense à un grand budget, comme les États-Unis, un budget de 20%, de budget fédéral. C'est une union de transfert. C'est une union de transfert. Donc si la Californie se trouve dans une grande difficulté parce qu'il y a eu d'énormément d'incendies, le budget fédéral peut venir à la rescousse, etc. etc. Bon, c'est pas avec un budget européen de 2% que tu peux compenser des déséquilibres. Donc ce n'est pas fait pour ça, ce budget. Pas du tout pour ça. Ça ne peut pas être un État fédéral. Ça va dans le sens d'un État pseudo-fédéral, surtout si on passe à la majorité qualifiée. Hein, la majorité, bon, à ce moment-là, majorité qualifiée, tu dois t'écraser. Et cette dérive, cette dérive, quoi, parce que le système européen est tout sauf démocratique, quoi, c'est même assez invraisemblable comme système. Hein. Un système avec un gouvernement qui n'a été nommé par personne, un gouvernement qui a l'initiative, la commission qui a l'initiative des lois, enfin bon, c'est complètement aberrant, quoi. Bon, ça marche comme ça, parce que tout le monde, parce que les puissants y ont intérêt, parce que les multinationales, ils sont à l'aise, parce qu'il y a des paradis fiscaux là-dedans, ça marche très bien. On peut très bien s'arranger, on va mettre son siège social là, on construit sa holding, voilà, on s'installe, on est à l'aise dans le système européen, plus que finalement dans le système américain. On est à l'aise. Alors, donc, je pense que ce système va imploser. Va plutôt pas imploser, va finir par se disloquer. Et je vais essayer de te dire pourquoi. Enfin, oui, pourquoi. En fait, l'Union européenne, c'est à l'intérieur de l'Union européenne, dans la zone euro, c'est autre chose déjà. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a un système impérialiste. Il y a un certain nombre de pays, en gros les pays de l'Est européen, du Sud, qui sont colonisés. Ils sont des semi-colonies. Tu retrouves exactement les mécanismes typiques de l'impérialisme, c'est-à-dire l'échange illégal et la surexploitation. Et ça ne peut pas tenir indéfiniment. Actuellement, ça tient, si tu veux, comme les pays colonisés ont tenu, parce qu'il se crée des bourgeoisies locales qui profitent de la situation pour s'en mettre plein les poches, avec de la corruption, avec tout ça. Ça tient, mais ça ne tiendra pas indéfiniment. C'est de là, à mon avis, que ça va exploser. De la périphérie. Je ne crois pas que le conflit entre les quatre ou cinq puissances dominantes va dégénérer. Ça va se compliquer, ça ne va pas dégénérer. Mais je pense que c'est de la périphérie que ça finira par exploser. Parce que, rappelle-toi, dans les années 80, quand l'Espagne et le Portugal ont rejoint l'Union européenne, on les a aidés massivement. Oui. Ça n'a rien à voir avec les aides qu'on saupoudre en Hongrie, en Roumanie, en Croatie, en Ukraine. Rien à voir. Ces aides, c'est simplement les bourgeoisies locales qui sont constituées après la chute des pays de l'Est, des pays socialistes de l'Est. Ces bourgeoisies locales en profitent. Mais le peuple n'en profite pas. Et ça ne peut pas tenir, ça. Alors, ça prendra du temps, mais ça ne tiendra pas. Ce qui me faisait évoquer la question, on va dire de la forme politique de l'Europe, relativement à ton livre, c'est pas simplement parce que voilà, tu avais pensé une posologie du fédéralisme et que tu es l'auteur des deux textes, mais
c'est que l'esprit de l'Union européenne actuelle est quand même très très particulier. Certains ont pu parler d'oligarchie libérale. On peut dire que cela a été construit contre la possibilité même du socialisme. Absolument. Ce fait de... Si tu me permets une petite... Non, mais je t'en prie. Oui, une toute petite interruption. Je me souviens des propos d'un ministre qui s'appelait Alain Madelin. Oh mon Dieu. C'était après Maastricht, après le vote de Maastricht. Et il a dit, à peu près en substance, c'est pas les termes exacts, enfin on sera débarrassé du socialisme à jamais, avec le traité de Maastricht. Bon, eh bien, je pensais à 2005, mais effectivement, il avait raison, ce monsieur. Comment lui donner tort et comment penser à tous ces dirigeants du Parti socialiste en France, dont j'aurais quelques charités ici, et je ne citerai pas leur nom, qui ont voté pour ce traité. Enfin, c'était incroyable l'euphorie qu'il y avait. 2005 institue un espace de concurrence libre et non faussée. Enfin, c'est assez incroyable. Les Américains n'ont jamais écrit une constitution de ce genre, quoi qu'on puisse en dire. Non, là, on mettait vraiment, pour le coup, l'économie au poste de commande et pas n'importe quelle économie. Alors, cet édifice se disloque, mais je pense que ce qui pourrait lui redonner une cohérence, malheureusement, c'est peut-être un conflit avec d'autres blocs, mais nous verrons bien. Mais comment penser l'après ? C'est-à-dire, comment combiner cette question du socialisme, au fond, et la redéfinition d'un ordre européen ? Est-ce que même on peut y voir clair dans cette affaire ? Est-ce que finalement on ne pourrait pas imaginer que, après tout, il y ait plusieurs blocs européens ou que les nations reprennent leur indépendance, ce qui finalement, pour le contrôle démocratique de l'économie, serait peut-être une bonne chose. Ouais. Il y aurait une possibilité, il y avait une possibilité d'une Europe coopérative. Une Europe coopérative. Et notamment, serait été possible avec non pas la monnaie unique, qui aggrave les différences, tantôt les sous-évaluer, tantôt les surévaluer, etc., mais avec une monnaie commune. J'avais beaucoup d'économistes ont développé cette idée, ce principe de la monnaie commune, et ça tenait la route, c'était solide. C'est-à-dire, et je pense que ça aurait pu passer dans l'opinion. Parce que ce n'était pas vraiment l'abandon de l'euro. Il restait l'euro comme monnaie commune, mais tu retrouvais le franc, tu retrouvais la lire, et tu pouvais à ce moment-là les échanger très facilement contre l'euro. Ça ne gênait pas beaucoup le commerce intra-européen, pas du tout. Et alors l'avantage, c'est que tu pouvais définir des parités entre les monnaies retrouvées, les monnaies nationales, et cette euro-monnaie commune. Tu pouvais retrouver des parités, et ces parités étaient agissables, elles étaient fixes. C'était plus l'ancien SME où ça flottait, et où ça permettait toutes les spéculations, tu te souviens. Donc c'était ces parités fixes qui pouvaient être ajustées, par exemple, tous les ans, ou tous les 3 ans, enfin je ne sais pas, se faisaient en fonction d'un certain nombre de critères. Par exemple, s'il y avait des différences de taux d'inflation, on corrigeait. S'il y avait des différences de grandes différences salariales, on les corrigeait avec ça, on en tenait compte, donc on retrouvait une souveraineté budgétaire, monétaire, pour chaque pays. C'était la solution coopérative. Elle avait du sens. Mais évidemment, personne ne l'a défendue. Évidemment, elle n'a jamais pénétré les élites européennes. Et pourtant, elles étaient bien défendues. Je veux dire, il y a des tas de textes économiques qui expliquent ça très très bien. Voilà. Donc, comme cette solution coopérative est impossible, il reste l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire l'Europe de la division, de la concurrence acharnée, l'Europe euro-libérale, l'Europe qui a montré ce dont elle était capable, quoi. Par exemple avec la Grèce, quoi. L'Europe, avec le sacrifice de la Grèce. Le sacrifice de la Grèce, vraisemblable.
Et l'Europe, qui encore une fois, l'Europe centrale, l'Europe nordique, qui exploite littéralement toute l'Europe orientale, quoi. Regarde les salaires, regarde, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment les usines, c'est les usines les usines sont là, bon, et les centres de recherche, ils sont là-bas, et voilà. Bon. C'est du colonialisme, enfin du semi-colonialisme. Voilà. Donc, alors maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je te dirais que la meilleure stratégie, à mon sens, c'est quand même celle de la désobéissance pure et dure. On fait ça, ça vous plaît pas? Closed opting out, on les multiplie. Ça vous plaît pas, vous nous collez des amendes, très bien, on ne paie plus au budget. On a des moyens de rétorsion quand même très, très sérieux, quoi. Et après on voit. Parce que les opinions ne sont pas prêtes, malheureusement. On leur a tellement bourré le crâne. Elles sont pas prêtes à une sortie. Elles sont pas prêtes à des sorties de l'Union européenne. Tu vois. Elles sont même pas trop prêtes à la sortie de l'euro. C'est commode l'euro, ça permet de voyager comme on veut. Mais en fait, il faut très bien avoir une monnaie commune qui ait les mêmes avantages que l'euro. Les opinions ne sont pas prêtes. Donc, je sais pas. Donc en fait, pour toi, si j'ose dire, l'avenir de l'Union européenne, c'est l'union est un combat. Il faudra une bataille pied à pied sur une série de points pour cesser en fait d'aller vers le précipice. Je te dis, je crois que comme dans toute l'histoire, il y aura un phénomène de décolonisation. Je crois que ces pays de la périphérie, appelons ça comme ça, ça va de l'Ukraine, la Pologne, je ne sais pas trop, mais enfin, en tout cas, ça va jusqu'à la Grèce. Ils vont finir par... surtout s'il y a des partis bien conscients et prêts à mener la lutte, ça sera un phénomène de décolonisation et ça fera exploser le système européen. J'en sais rien, mais il ne tiendra pas. Bon, remarque simplement déjà ceci, c'est que l'Europe est en déclin, l'Union européenne est en déclin. Elle est en déclin par rapport aux États-Unis. Oui. Le taux de les gains de productivité sont faibles. La R&D est faible. L'enseignement est faible. Bon, d'autre part, par rapport à l'Asie, le retard s'accélère. Sans même parler de l'automobile. Le retard s'accélère. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le déclin éducationnel. Quand tu regardes le classement PISA et d'autres, tous les pays de l'OCDE sont en chute. Qu'est-ce qui arrive en tête? La Chine, Singapour, Japon. En fait, c'est lié aussi à cette crise anthropologique dont on parlait tout à l'heure, à ce type d'individu, Menschentum, comme disait Max Weber, qui est produit par les sociétés européennes au stade actuel, en fait, du capitalisme. Effectivement, ça, c'est un énorme problème. Justement, je voulais conclure là-dessus, parce que je crois que c'est à la fin de ton ouvrage... Tu dis finalement, voilà, il y a une conception peut-être primitive du socialisme qui était de rabattre l'individu sur la communauté et de l'écraser en quelque sorte. Bon, ce qui était, c'est un peu le socialisme, le communisme des casernes, si on peut dire, faisant effectivement une sorte d'antithèse, mais c'était une erreur, avec un capitalisme qui met une figure d'un individu qui finalement d'ailleurs est toujours aliéné à la fin, mais ça c'est une autre affaire, contre la société. Et donc,
pour toi, le socialisme, c'est pas l'antithèse du capitalisme, ce serait une dialectique positive entre l'individu et la société, ce qui nous permet de rebondir sur ta définition inaugurale. Est-ce que finalement, voilà, c'est pas de cela dont tu as besoin en ce moment? Parce que quelque part, il faut sauver l'idée de société, et il faut sauver aussi, je veux dire, épargner à l'homme cette idée d'un individu qui pourrait se passer de société, d'une certaine façon. Donc voilà, est-ce que je t'ai bien compris en disant que, au fond, pour toi, le socialisme, c'est une dialectique positive entre l'individu et la société, oui, et non pas ce rabattement de l'individu sur la société. C'est ça, oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de... Le système soviétique avait ses bons côtés, et certains le regrettent encore aujourd'hui, parce que tu vois, tu pouvais aller à l'opéra gratuitement, au ballet gratuitement, tu avais des tas d'avantages, tu avais le loyer te coûtait presque rien, enfin il y avait des avantages, mais c'était un système quand même très collectiviste, collectiviste, on peut dire, et pas socialiste, certainement. Collectiviste, oui. Bon, ça a fini par lasser, mais après les miracles, tout ce qu'on apprenait de l'Occident, ça paraissait la grande liberté, ça paraissait formidable, quoi. Bon, voilà. Et ça, c'est donc... tu sais, c'est une dialectique qui est difficile. Regarde, moi, je vois en Chine, c'est quand même difficile. Il y a des tendances aussi à l'individualisation, il y a des tendances il y a l'importation de mœurs occidentales. La culture du narcissisme. Et la culture du narcissisme, oui. La culture du narcissisme, par exemple. Et puis, il y a le rôle terrifiant que jouent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, d'un côté, c'est très bien, mais de l'autre côté, c'est totalement désocialisant. Les réseaux sociaux, c'est la socialité asociale. Oui, c'est ça. Si on peut dire. Et tu sais, bon, c'est à se demander si finalement, je ne sais pas ce que je vais dire, moi. Je ne veux pas faire une théorie du complot, mais c'est à se demander si ça n'arrange pas tout le monde, que finalement, l'effet d'abêtissement général, allons-y, quoi, d'abêtissement général qui résulte des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux, n'arrange pas les puissants. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'ils éduquent leurs enfants, ils pratiquent ce qu'ils appellent la low-tech, ce qui n'est pas du tout accidentel. En tout cas, Tony, je te remercie beaucoup. Voilà. C'est un plaisir d'échanger avec toi, parce que nous sommes de vieux compères. Ben oui, évidemment, ça fait quand même un moment qu'on échange. Donc voilà, cet ouvrage, il est disponible maintenant sur Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une version actualisée, modernisée en anglais, qui va bientôt paraître. Dans quelques mois, oui. Et je me dois de vous redire, likez. Pardonnez-moi cet horrible anglicisme, franglicisme, enfin bon voilà. Donnez votre approbation, partagez et pourquoi pas faire un don en ces temps difficiles. Nous avons besoin de nous développer pour avoir un peu quand même quelques îlots de liberté. Merci encore Tony. Avec plaisir. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité.